Je te laisse la parole. Ok, merci beaucoup pour cette invitation à parler et puis à échanger avec les passionnés de questions monétaires que vous êtes ici. Donc, je suis ravi qu'on puisse avoir cet échange. Alors, en effet, je pense qu'on partage une même intuition, comme tu l'as dit en introduction, celle que le système monétaire actuel présente un certain nombre de problèmes, tourne essentiellement au profit des grandes banques, des institutions financières et selon un certain nombre de préceptes idéologiques qui contraignent fortement l'action des États et des banques centrales en matière monétaire. Et donc l'idée qui a présidé à la rédaction de ce livre, c'était vraiment de remettre le système monétaire au service du peuple et au service du grand défi de ce siècle, qui est la conduite de la transition écologique. C'est vraiment ça qui nous a motivés. On sait que cette transition écologique, cette reconstruction écologique, comme on le dit à l'Institut Rousseau, hein, on a écrit aussi avec Gaël Giraud sur ce sujet, autour de ce thème de la reconstruction écologique. Alors reconstruction, pourquoi? Parce qu'à la fois, il faut un immense effort de reconstruction matérielle, un peu similaire à celui qui a eu lieu après la guerre, hein, pendant cette période de reconstruction en 1945, et en même temps reconstruction, parce que la reconstruction suppose aussi la déconstruction. Et la déconstruction, c'est bien connu des philosophes de la French Theory, c'est l'effort intellectuel de déconstruire des modèles et des pensées qui, à un moment, ne nous semblent plus adaptés à l'époque et aux défis de l'époque. Et évidemment, en matière monétaire, cet effort de déconstruction, d'explication et de réflexion et de reconstruction pour aboutir à une reconstruction doit être mené. Ça, c'est une évidence. C'est quelque chose que, à mon avis, on partage tous. Alors, si je devais le dire d'un mot, je pense qu'aujourd'hui, on a longtemps vécu avec des modèles économiques qui étaient fondés sur l'idée, sur l'idéologie, on pourrait dire même, que les ressources naturelles étaient illimitées et qu'en revanche, les ressources financières, elles, étaient limitées. Ben aujourd'hui, je pense qu'il faut penser exactement l'inverse. Les ressources naturelles et les équilibres naturels sont fragiles, ils sont limités, on ne peut pas en faire n'importe quoi. En revanche, toute l'histoire moderne nous démontre que les ressources financières, elles, peuvent être abondantes si nous le souhaitons, et si nous nous donnons les moyens d'avoir une création monétaire maîtrisée, réfléchie, contrôlée démocratiquement. Voilà. Et donc tout l'objet du livre, c'est de dresser des pistes, de proposer une analyse et des solutions pour parvenir à libérer la monnaie, à faire en sorte que la monnaie ne soit plus tout le temps perçue comme une contrainte, comme quelque chose qui opprime, hein, une monnaie sacrificielle, on pourrait dire, et pour aller de cette conception d'une monnaie sacrificielle à laquelle il faut sacrifier notre travail, notre planète et notre temps, nos efforts, pour aller vers une monnaie plutôt émancipatrice, libératrice, qui nous permettrait justement de financer la transition écologique, de réorganiser notre modèle social, de le renforcer et de repenser un petit peu la place de la monnaie, finalement, qui est un bien commun. Ça, c'est une idée forte qu'on partage dans le livre, c'est que toute monnaie, comme vous le savez, tout système monétaire repose sur la confiance que lui accorde une société. Les livres, il y a des économistes, bien sûr, que vous connaissez, André Orléans, Michel Aglietta, qui ont travaillé sur ces livres et qui ont écrit notamment La monnaie entre violence et confiance et qui ont bien montré
que le socle de l'institution monétaire, c'est bien la confiance des citoyens, la confiance d'une société. C'est ça qui donne à une monnaie sa force, et non pas un supposé lien avec les métaux précieux. Ça a été abandonné, et ça a été définitivement abandonné depuis 1971, et la décision du président Nixon de suspendre la convertibilité en or du dollar. Maintenant, on est dans un système de change flottant. Donc voilà, donc on a vraiment une monnaie qui est immatérielle aujourd'hui, qui repose uniquement sur la confiance, et donc que l'on peut transformer, enfin qui est un bien commun, et que l'on peut mettre au profit de la population, alors que jusqu'à présent, elle en a été confisquée. Donc notre livre a cet objet d'expliquer à la fois les formes de la création monétaire, d'expliquer comment la création monétaire a évolué dans le temps, parce que vous savez que des monnaies sous forme de coquillages, de sel, etc., jusqu'aux écritures informatiques d'aujourd'hui, eh bien, il y a tout un long cheminement, mais ce n'est pas simplement un cheminement sur la matière, sur ce qu'est la monnaie comme matière, une ligne de code informatique, un coquillage, de l'argent. C'est surtout sur la manière dont on la crée que les choses ont évolué. Alors qu'auparavant, il y avait surtout de l'échange à partir d'une masse monétaire existante, c'est-à-dire qui était préétablie, qui était donnée par la quantité, par exemple, de métaux précieux. Eh bien, aujourd'hui, on a une masse monétaire qu'on appelle endogène, c'est-à-dire qui réagit au mouvement de l'économie, à la demande de monnaie, à la demande de crédit des agents économiques auprès des banques commerciales. Et ça change tout, parce que la monnaie devient immatérielle. La monnaie devient une sorte, pour le résumer, de monnaie dette, c'est-à-dire d'une monnaie créée en échange d'une créance. Et donc, par conséquent, celui qui maîtrise ce pouvoir de créer la monnaie, c'est-à-dire l'institution bancaire, l'agent bancaire, dispose par là d'un pouvoir de création monétaire ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, c'est-à-dire cet extraordinaire pouvoir de faire apparaître quelque chose là où auparavant il n'y avait rien. Et ce pouvoir-là, on est loin encore, à mon avis, d'en prendre toute la mesure, d'en réfléchir toutes les conséquences pour le corps social, puisque évidemment, il y a un acteur, les banques privées ont ce pouvoir, mais elles sont limitées par des ratios prudentiels, par une obligation d'échanger en monnaie centrale. On y reviendra peut-être sur la structuration du système monétaire, mais il y a un acteur qui est libre de toutes ces contraintes, c'est la Banque centrale. La Banque centrale peut créer de la monnaie sans aucune limite. Elle ne peut jamais être à court d'argent, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christine Lagarde qui l'a encore redit récemment. Donc, une banque centrale ne peut jamais manquer de monnaie. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ce pouvoir monétaire? Est-ce qu'on l'utilise uniquement pour donner des liquidités aux banques commerciales et aux marchés financiers? Ou est-ce qu'on peut aussi imaginer de l'utiliser pour le bien commun, pour la transition écologique, pour financer des investissements utiles et socialement nécessaires? Eh bien, nous, on pense que la deuxième solution est évidemment souhaitable. Avec des limites, bien sûr, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il ne s'agit pas de créer toute la monnaie comme ça, n'importe comment, ce qui pourrait générer des crises de confiance, des crises d'inflation. Mais néanmoins, entre une création monétaire qui a été complètement privatisée et aujourd'hui les banques commerciales se servent de ce pouvoir pour alimenter des bulles financières, des bulles immobilières et toute une série de déformations de la structure de l'activité économique, et une monnaie qui pourrait être sous contrôle démocratique pour financer des investissements qui seraient réfléchis par la collectivité. Je rappelle par exemple que
l'une des ambitions en 1945 du Conseil national de la résistance, c'était de créer un parlement du crédit et de la monnaie qui définirait les orientations du crédit, qui définirait les orientations de la politique monétaire et qui le ferait en concertation avec l'État, mais pas seulement, avec les partenaires sociaux, avec les collectivités, avec les citoyens. Et c'est ça qui aurait véritablement donné à la monnaie son caractère de bien commun. Cette idée a été malheureusement oubliée. À la place, on a eu des banques centrales indépendantes qui ne réagissent finalement qu'à elles-mêmes et qu'au marché financier, parce qu'elles sont devenues indépendantes du pouvoir politique, mais de l'autre côté, elles sont devenues dépendantes des marchés financiers. Donc c'est une indépendance en demi-teinte, on va dire, et qui fait que la politique monétaire ne correspond pas à ce bien commun qu'imaginaient nos ancêtres du Conseil national de la résistance. Voilà, et bien sûr, de cette idéologie qui a découlé l'indépendance des banques centrales, la lutte contre l'inflation, le monétarisme, etc., tout ça a façonné nos structures et nos institutions économiques. Ça les a ça a des répercussions tout à fait concrètes. Par exemple, le principe de neutralité monétaire fait qu'aujourd'hui, une banque centrale, eh bien, quand elle veut acheter des actifs sur les marchés financiers, achète prioritairement des actifs des entreprises polluantes et non pas des entreprises de la transition écologique, par exemple, parce qu'elle ne peut pas le faire, vu qu'elle est obligée de reproduire la configuration actuelle du marché. Ce qui, par ailleurs, est quand même assez particulier, je m'arrête une minute sur ce point, puisqu'on suppose, toute cette question du monétarisme, c'est supposer que la monnaie est neutre. Mais une monnaie qui reproduit les structures économiques existantes et qui finalement freine leur évolution n'est pas neutre. Elle n'est pas neutre, vu qu'elle exerce une action finalement de reproduction économique et sociale et qu'elle n'est pas du tout mandatée pour cela. Au contraire, l'évolution d'une société ne doit pas dépendre des choix d'une banque centrale. Bon. Au-delà de ça, tout ce système monétaire, vous le savez, entraîne des problèmes importants d'évolution permanente de la dette publique et privée. Quand on voit ce phénomène de dette publique et privée, mais qu'on sait que la monnaie est créée par la dette, on ne s'en étonne pas. Finalement, c'est une conséquence naturelle de ce système. Alors, une conséquence naturelle et en même temps, pendant les 30 Glorieuses, on avait quand même un système qui nous permettait de contenir la dette publique, non pas en volume, mais disons par rapport à la richesse créée. Or, aujourd'hui, parce qu'on avait un circuit du Trésor, des banques publiques qui permettaient d'orienter, de canaliser la création monétaire, et c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui parce qu'on a démantelé toutes ces structures qui permettaient le fameux circuit du Trésor qu'on avait en France et dans d'autres pays. On a démantelé tout ça. Et donc, le résultat de ce démantèlement, de cette victoire par chaos de l'idéologie monétariste, c'est qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus de dettes pour parvenir au même niveau de croissance. C'est-à-dire que pour gagner un point de croissance supplémentaire, il faut aujourd'hui 3 fois plus de dettes, 3 fois plus de monnaie qu'il en fallait dans les années 60 et même le début des années 70 avant les chocs pétroliers. Donc tous ces éléments-là, et puis bien sûr, on a eu parallèlement une instabilité financière croissante, des crises de plus en plus fréquentes. Tout ceci, à un degré ou à un autre, dérive de la politique monétaire et de la manière dont on a décidé de créer et d'orienter nos institutions monétaires. Alors nous, dans le livre, donc avec Alain Grandjean, on fait ces constats, on décrit ces dynamiques historiques, institutionnelles, financières, et puis on propose des solutions
qui permettrait de, selon nous, à la fois de remettre la monnaie au centre d'une véritable politique monétaire, hein, puisque dans politique monétaire, il y a bien le mot de politique, et la politique, c'est l'art des choix, c'est l'art des décisions, alors que ce qu'on observe plutôt aujourd'hui, c'est une gestion monétaire tout entière tournée vers l'inflation, et qui n'est pas du tout une politique, par conséquent. Donc, nos propositions visent à faire ceci, à remettre la monnaie au service d'une véritable politique décidée en commun. Et en même temps, ça nous permettrait, par exemple, créer de la monnaie libre, recourir à des mécanismes d'annulation de la dette publique détenue par les banques centrales, financer directement les banques publiques d'investissement par, par le canal de la Banque centrale, notamment. Toutes ces solutions-là, finalement, apporteraient aussi une réponse, non seulement au financement de la transition écologique qui en a bien besoin, parce qu'on estime, alors pour la France, je connais mieux les chiffres, mais on estime entre 80 et 100 milliards d'euros le montant d'investissement annuel supplémentaire qu'il faudrait pour mener toutes les politiques de transition écologique que l'on sait d'ores et déjà conduire, la rénovation énergétique des bâtiments, le développement du ferroviaire, l'agriculture biologique, toute une série de chantiers que nous devons opérer. Il y avait un rapport de la Cour des comptes européenne en 2018 qui estimait le besoin supplémentaire de monnaie à l'échelle européenne entre 300 et 400 milliards d'euros. Donc, vous voyez que c'est des sommes par an. Donc, vous voyez que c'est des sommes considérables quand on sait que tout le plan de relance qu'on vient d'avoir cet été pour lutter contre la crise du Covid en Europe, c'est 310 milliards d'euros. Et c'est sur 3 ans. Et c'est pour répondre à une des pires crises qu'on a connues, à la pire crise économique qu'on a connue depuis 1945. Bon. C'est-à-dire que ce n'est même pas au niveau de ce qu'il faudrait pour financer en temps normal la transition écologique. Donc, c'est peu de dire qu'on est loin du compte et que si on veut trouver les sommes immenses qui sont nécessaires pour conduire cette transition écologique, eh bien, il va falloir recourir à des leviers beaucoup plus innovants. Il va falloir rompre avec les dogmes de la neutralité de la monnaie, de l'indépendance des banques centrales, du fait qu'on ne peut pas créer de monnaie sans dette. Bien sûr que si, on le peut, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait souhaitable dans certaines circonstances. Voilà, donc c'est toutes ces solutions-là. Je ne vais pas être plus long pour qu'on ait du temps pour la discussion, mais c'est toutes ces solutions-là qu'on avance dans le livre et dont on pense qu'elles sont utiles aujourd'hui. Vous savez, vous connaissez cette phrase de Victor Hugo, il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Je pense que le temps de remettre les politiques monétaires au service de la population et de l'intérêt général est venu. Et finalement, peut-être que la crise du Covid, cette terrible crise qu'on est en train de subir, nous mettra au pied du mur et nous permettra de nous mettre le coup de pied nécessaire pour aller vers ce type de solution. À ce titre, je ne sais pas si le livre qui connaît un certain succès aujourd'hui aurait eu le même destin s'il n'y avait pas eu la crise. Il s'avère qu'il a été publié en février 2020 et que 15 jours après, on était confinés. Voilà, donc c'était une période particulière. Néanmoins, je pense que toutes ces solutions qu'on a proposées sont encore plus valides et encore plus utiles aujourd'hui, plus que jamais, et encore plus qu'avant la crise du Covid. Voilà, merci de votre écoute. Merci Nicolas, c'était très Merci infiniment Nicolas.
On va te poser des questions, mais en fait, on avait préparé une série de questionnaires, mais il y en a beaucoup qui ont été un petit peu répondus. Je vais poser la question, je dirais, d'une façon un peu détournée que ce que nous avions prévu. En fait, on entend souvent, par exemple, Alain Grandjean dire financer la transition écologique, ce sera extrêmement complexe, enfin, ça sera complexe à financer. Bon, alors moi, je sais pourquoi, hein, parce que bon, je connais le sujet, mais imaginons que je me place à la place d'un débutant qui ne connaît pas en fait le domaine. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que la transition écologique, ce sera quelque chose qui va être complexe à financer? Oui, tout à fait. Merci pour cette question qui est en effet extrêmement utile de comprendre. Moi, je vois, enfin peut-être même plus que trois, mais je vais commencer par en donner trois raisons principales. La première, c'est que tous les investissements qu'on doit faire pour conduire la transition écologique ne sont pas rentables. D'accord. Je pense par exemple à la protection des forêts, à la protection des zones humides qui est extrêmement importante puisque c'est des écosystèmes qui absorbent énormément de carbone et que si on laisse faire une politique d'artificialisation des sols, une politique de non-protection, eh bien, on détruit. Et puis, il suffit de constater ce qui se passe au Brésil, ce qui se passe aussi en Russie, en Indonésie, pour voir que la déforestation est une catastrophe. Et donc, on ne peut pas compter sur le marché libre, sur la concurrence libre et non faussée, pour conduire des investissements qui ne sont pas rentables. Ou qui seraient rentables, mais à très long terme. Par exemple, la rénovation énergétique des bâtiments. Pour un ménage, on démontre aujourd'hui qu'il peut être rentable de rénover son logement parce que ça fait des économies sur la facture de chauffage, mais ce n'est pas forcément immédiat. Ça peut être au bout de 10 ans, 15 ans. Et encore, c'est quand vous avez les moyens, parce qu'un ménage modeste n'a évidemment pas les moyens de faire isoler tout son logement, de changer sa chaudière, etc. Donc, dans tous ces domaines-là, il faut des aides publiques extrêmement importantes, il faut des politiques de protection des milieux naturels extrêmement importantes, il faut donc financer des subventions, financer des aides, financer des services publics. Hein, voilà, aujourd'hui, par exemple, nos parcs naturels nationaux sont vraiment bien en peine. Leurs effectifs ont été réduits de 25% en 10 ans. Des milieux naturels sont laissés à l'abandon. Donc, on a vraiment. Donc, pour tout ça, il faut de l'argent. Et cet argent, le marché ne peut pas le mettre parce que ce n'est pas rentable. Donc, ça, c'est une première raison. Autre problème, les règles européennes actuelles interdisent deux choses. Premièrement, elles interdisent la concurrence libre et non faussée, et donc elles conduisent à cette neutralité monétaire qui fait que les politiques conduites par l'Union européenne, que ce soit en matière monétaire, mais aussi en matière budgétaire, ne peuvent pas vraiment interférer avec les logiques du marché, notamment par le biais d'aides d'État. Si vous Tu veux dire voulez, plutôt elle aujourd'hui, protège. Excuse-moi, je te coupe. Tu veux dire plutôt, elle n'interdise pas le marché libre et non faussé. Tu veux dire plutôt qu'elle protège le marché libre et non faussé. absolument, oui, 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 elle protège. Oui, alors je me excuse-moi, suis parce que peut-être mal exprimé. oui, tu Elle, avais elle- dit qu'elles interdisent le marché libre et non faussé. Ah non, 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 Ok. non, non. Alors, ok, je reprends. Euh, c'est bien sûr dans l'autre sens, c'est ces règles-là qui interdisent les aides d'État, qui auraient pour effet de fausser le marché ou de fausser la concurrence. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu, mais bon, ça vaut dans bien d'autres domaines, hein, parce que c'est aussi pour ça qu'on n'arrive pas à défendre notre industrie sur notre sol, parce que les aides d'État l'empêchent. Hein. Je pense par exemple quand Montebourg était ministre, il a voulu mener une politique de sauvegarde des entreprises nationales. Il avait mis en place un fonds pour ça, qu'on appelait je l'ai plus en tête, le fonds. Bon, je ne l'ai plus en tête là, mais il avait mis en place un fonds spécifique
pour aider les entreprises en difficulté, notamment les entreprises souveraines. Et la Commission européenne a demandé le remboursement d'un grand nombre de ces aides qui ont été jugées illégales et qui ont conduit notamment à des amendes pour la France. Donc évidemment, la même chose interviendrait sur des aides spécifiquement destinées à financer des entreprises non polluantes. Alors il y a des exceptions, théoriquement il y a des exceptions, mais en fait ces exceptions sur le papier qui existent, la Commission européenne dit que c'est possible, voilà, dans certains cas on peut le faire, c'est tellement compliqué. Et il faut tellement notifier à la Commission européenne que finalement les États préfèrent s'auto-censurer avant et ne pas le faire plutôt que de prendre le risque d'avoir à rembourser, d'être condamné, etc. Donc ça m'amène à une proposition tout à fait concrète qu'on fait par ailleurs dans le livre, qui serait de réécrire l'article 107 du traité de l'Union européenne sur les aides d'État et d'y inscrire noir sur blanc les aides d'État en faveur de la transition écologique deviennent des aides de plein droit. Point. Voilà, c'est une phrase et ça permettrait aux États d'agir. Je crois que Cédric a une question. Il y avait un troisième point que tu voulais dire aussi, hein, Nicolas, tu reviendras après. Cédric, vas-y. Oui, non, je voulais quand même. J'ai vu que dans votre solution, il y avait plusieurs réformes du droit européen. Je voulais juste souligner, parce que je pense que c'est un détail important, que le droit européen n'est pas réformable sauf à l'unanimité des États membres, c'est-à-dire, si on avait la Grande-Bretagne, des 27 États membres. La possibilité, moi je vous mets au défi de mettre 27 amis d'accord et que tout le monde y soit pour un rendez-vous au restaurant. Alors, pour une réécriture du traité de l'Union européenne, donc je pense qu'on est bloqué par l'Union européenne. Et bon, là, j'insère une remarque personnelle, c'est qu'il faut quitter l'Europe parce qu'en tant que tel, le club européen n'est pas gérable. Mais c'est une remarque personnelle. Et je vous laisse continuer, Nicolas, sur votre troisième point, là, votre troisième raison pour laquelle le financement de la transition écologique risque d'être très compliqué. Alors, oui, c'est une question importante. Je vais y revenir sur la question européenne. La troisième limite que je voulais pointer, c'était, comme vous le savez tous, qu'il y a un certain nombre de banques, d'institutionnels, de grands fonds d'investissement qui sont très exposés aux actifs fossiles, c'est-à-dire aux actifs qui représentent l'économie polluante et qui donc ont tout intérêt à ce que la transition écologique ne se fasse pas trop vite, parce que si elle se fait trop vite, leurs actifs à eux, qu'ils détiennent dans leur livre de compte, vont perdre leur valeur extrêmement rapidement. Par exemple, il y a eu un article très intéressant, une étude très intéressante d'un think tank américain en septembre 2019 qui a démontré que le fonds que nous connaissons tous, le grand fonds BlackRock, parce qu'il n'avait pas pris des décisions à temps pour se désinvestir des grandes compagnies pétrolières et charbonnières que sont Exxon, General Electric, et il y en avait une troisième que j'ai oubliée, avait fait perdre aux membres, aux participants à ce fonds, aux membres actifs de ce fonds, pas loin de 90 milliards de dollars parce qu'ils avaient reporté la décision d'en sortir. Sauf que la crise du pétrole, qui dure déjà depuis plusieurs années, a fait baisser les prix et donc a conduit ces actifs à se déprécier. Et c'est pareil, il y avait une grande étude de Oxfam et d'un certain nombre d'ONG qui avait montré que les grandes banques, et notamment les grandes banques françaises, sont très très exposées aux actifs fossiles. Et donc par conséquent, même si elles font des réformes
et qu'elles essayent de plus en plus de financer le vert et des actifs, disons, tournés vers la transition écologique. C'est pas encore ça. On a l'impression que d'un côté, elles appuient sur l'accélérateur et d'un autre côté, elles appuient sur le frein. Donc, il faut... alors ça, avec Gaël Giraud, on avait proposé qu'à un moment, pour éviter ce phénomène-là, et là encore la création monétaire pourrait jouer, pourquoi ne pas envisager de racheter une partie de ces actifs fossiles qui vont perdre leur valeur de toute façon et de les neutraliser, un peu comme on pourrait neutraliser la partie des dettes publiques qui est détenue par la Banque centrale, de les neutraliser dans les livres de compte du seul acteur qui peut réellement le faire, c'est-à-dire la Banque centrale. Voilà, et j'ajoute à ça un tout dernier argument qui est la question de la finance verte, qui fait des progrès, mais ces progrès sont lents. Il n'y a pas encore d'autorité supranationale de contrôle des obligations vertes. Il y a beaucoup de greenwashing. Il y a beaucoup, voilà, c'est pas encore tout à fait clair. Et donc, on ne peut pas se contenter de ça. On n'a pas le temps et ça ne permettra pas de toute façon. Je crois que j'ai vu que le volume total des obligations vertes en 2020 est attendu à peu près 400 milliards d'euros. C'est pas mal, mais ça reste moins de 2% de toutes les obligations émises dans le monde. Donc, c'est très insuffisant et je pense que la finance verte ne suffira pas à nous faire faire les virages que nous devons faire à temps. Voilà. Est-ce que je dis tout de suite un mot sur la question de l'Europe pour répondre à Cédric ou est-ce qu'on y revient? Vas-y. Oui, j'y vais. Alors, bon, sur la question de l'Europe, il y a plusieurs points. Le premier, moi, je constate juste que depuis le traité de Rome, on a changé plusieurs fois les traités. Et même depuis le traité de Maastricht, même depuis 1992, on a quand même réformé 5 fois les traités. Alors, les grands piliers sont restés, c'est vrai, et ils ne sont pas faciles à changer, c'est vrai. Je suis bien d'accord, hein, vraiment, avec ça. Mais je pense qu'à un moment... Je sais pas, je crois qu'aujourd'hui, personne n'a vraiment fait l'effort, aucun gouvernement français, par exemple, n'a vraiment fait l'effort à un moment de dire vraiment aux Italiens, aux Espagnols, ça suffit, on tape du poing sur la table, on dit que c'est pas l'Allemagne qui régit toute la politique européenne, et voilà, je suis pas sûr que ça pourrait peut-être réussir. En tout cas, je crois que c'est quelque chose qui vaut le coup d'être tenté. Alors ça, c'est bon sur les rapports de force politique, mais je suis bien d'accord que c'est vraiment pas simple. Je pense aussi, deuxième point, qu'il y a pas mal de gens qui, par exemple, des gens des économistes que j'aime beaucoup et que je lis avec grand intérêt, parfois, je pense à Jacques Sapir, à Emmanuel Todd, par exemple, dans leur domaine, mais qui ont tendance à penser qu'il suffirait de sortir de l'euro pour que tous les problèmes se résolvent un petit peu par miracle. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que si vous sortez de l'euro pour refaire exactement la même politique monétaire qu'on fait en Europe au niveau national, qu'est-ce qu'on aura gagné? On n'aura absolument rien gagné. On va se retrouver en plus avec des guerres de change entre les pays européens comme ça existait avant la création de l'euro. Donc le véritable combat qui me semble être à mener, c'est d'abord de changer les règles de la politique monétaire. En Europe, si on le peut, et ça serait peut-être mieux. Et puis, si on ne peut vraiment pas, peut-être en dehors, si on le doit. Mais en tout cas, il faut d'abord vraiment réfléchir à comment on veut réformer l'Union européenne. Et c'est pour ça, donc pour répondre à Cédric, c'est pour ça que dans le livre, en effet, on s'est attaché à faire plusieurs propositions très concrètes de réforme, de réécriture des articles
de certains articles, évidemment, du traité européen. Je pense à l'article 123 qui interdit le financement monétaire, je pense à l'article 130 qui régit l'indépendance de la Banque centrale, je pense à l'article 107 dont j'ai parlé sur des aides d'État. On a fait des rédactions, finalement, c'est assez simple, il suffit de modifier quelques phrases. Et ensuite, il suffit de convaincre de leur bien fondé en Europe. Voilà, c'est pas évident, bien sûr, mais je pense que ça peut jouer. Et puis enfin, un dernier point, c'est qu'on y reviendra peut-être, mais il y a un certain nombre de solutions qu'on recommande qui peuvent déjà être mises en place dans le cadre européen. Il ne faut pas croire non plus que le cadre européen interdit tout. Il y a des failles, il y a des failles et on s'y glisse, et notamment, vous suivez certainement le débat en ce moment sur l'annulation des dettes publiques détenues par la Banque centrale. Et bien là, c'est une faille. Parce que manque de peau, j'allais dire, pour les rédacteurs du traité, ils ont oublié d'interdire expressément l'annulation de dette. Alors, ils ont interdit la monétisation, ça c'est très rigolo. Donc, l'article 123 dit clairement interdiction à la Banque centrale de financer les États européens. Ça, c'est clairement écrit, il n'y a pas moyen de le contourner. Ils ont même pensé... C'est moins connu, je crois que c'est l'article 124 juste après, ou 124 je crois. Ils ont même pensé à interdire les circuits du trésor. C'est-à-dire, ils ont pensé à ça. Ils se sont dit, mince, dans les années 60, il y avait le circuit du trésor en France. Ça permettait à l'État de se financer et d'avoir une partie de la dette qui est en dehors du marché. Il est hors de question qu'on refasse ça. Donc, on l'écrit, ça aussi, noir sur blanc. Mais il y a un trou, ils n'ont pas pensé aux annulations de dette. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye de pousser cette solution, c'est qu'il n'y a strictement rien aujourd'hui dans le traité européen, et même pour les spécialistes que vous êtes, dans le protocole numéro 4 qui est associé au traité européen et qui régit le fonctionnement du système européen des banques centrales, il n'y a rien, nulle part, qui interdit l'annulation de dette. À tel point que... alors là, on rentre un peu dans de la prospective, mais il y a quand même des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne qui ont validé le programme, ça y est, son nom m'échappe, le programme OMT, le fameux programme, alors j'ai plus, Outright Monetary, voilà, je ne sais plus. Bref, ce programme OMT qui disait qu'en cas de nécessité, la Banque centrale pouvait racheter toute la dette sans limite d'un État membre sur le marché secondaire pour faire baisser ses taux et pour assurer un débouché à cette dette publique. Bon, ça avait été évoqué notamment pour la Grèce, mais plaçons-nous dans un peu une politique fiction. Si la Grèce avait fait faillite et qu'on avait activé ce programme pour, ce qu'on n'a pas fait, hein, mais si on avait activé ce programme pour acheter sans limite de la dette grecque et que la Grèce à un moment avait dit en fait non, on n'y arrive plus, on fait défaut. Il y a bien une partie de la dette qui est détenue par la Banque centrale sur laquelle il y aurait eu un défaut. Et donc, c'était tout sauf une... Et pourtant, en connaissance de cause, la Cour de justice de l'Union européenne a validé ce programme OMT que contestaient les Allemands. Bon, là, on rentre un peu dans des détails peut-être juridiques, de jurisprudence. Alors, il est certain que si on met en place une solution de ce type, il y aura des contestations devant la Cour de justice de l'Union européenne. Mais, en tout cas, sur ce qui concerne l'annulation, j'ai un bon espoir que ces plaintes ne puissent pas aboutir parce qu'il n'y a rien qui l'interdit formellement. Donc ça, c'est possible dans le cadre des traités. Il est aussi tout à fait possible dans le cadre des traités de renoncer à la neutralité de marché. Je pense d'ailleurs que Christine Lagarde va le faire. Elle a l'air assez convaincue. Elle a fait des déclarations en ce sens. Elle s'oppose dans le directoire à un certain nombre de personnes, mais il y a même quelqu'un du directoire, Isabelle Schnabel, qui est une économiste allemande, membre du directoire de la BCE,
qui a écrit un papier en ce sens, pour dire qu'il fallait renoncer à la neutralité monétaire. Bon, il y a encore il y a 1 an ou 2, c'était impensable, complètement impensable. Donc ça, on peut le faire. On peut aussi, bien sûr, s'endetter, parce que c'est vrai qu'on recommande toutes ces solutions, parce qu'on a peur que les États ne le fassent pas. Et d'ailleurs, ils ne le font pas. C'est quand même terrible de voir que pendant les années 2010 à 2020, alors même qu'à partir de 2014-2015, les États ont emprunté à taux négatif, ils ne sont pas plus endettés, mais au contraire, dans la zone euro, ils se sont désendettés. La dette publique moyenne des États de la zone euro a diminué entre 2010 et 2020, et même entre 2015 et 2020, alors même qu'ils empruntaient à taux négatif, c'est-à-dire qu'ils s'enrichissaient en empruntant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on pousse à toutes ces solutions. Mais si jamais les États voulaient s'endetter, évidemment, et ils l'ont bien montré en ce moment, ils peuvent le faire et les taux restent bas. D'ailleurs, tout ce qu'avait prédit la politique, enfin les économistes orthodoxes en la matière, rien ne s'est passé comme prévu. Je vois André Peters qui est bien d'accord. Il nous avait dit plus il y aura de la dette publique, plus il y a un risque que les taux remontent. C'est exactement l'inverse. Les taux n'ont jamais été aussi faibles. Il y aura des phénomènes de rationnement, pas du tout. On n'a jamais autant émis de dette et pourtant on a toujours une demande qui est 4 fois ou 5 fois supérieure aux adjudications passées par l'État. On nous avait prédit qu'en empruntant beaucoup d'argent et en investissant beaucoup d'argent, il y aurait de l'inflation. L'inflation n'a jamais été aussi faible. Bref, tout ce qu'avait prédit la théorie économique classique, strictement rien ne s'est réalisé et c'est un champ de ruines aujourd'hui complet et il faut le reconnaître et donc il faut changer d'approche et on peut faire un certain nombre de choses dans le cadre des traités. On peut aussi donner beaucoup plus d'argent aux banques publiques d'investissement pour qu'elles garantissent des prêts et qu'elles garantissent des investissements. Et puis on pourrait aussi ça nous amène dans une autre discussion. Je vais bientôt publier un article sur ce sujet, sur les monnaies numériques de banque centrale. La banque centrale pourrait mettre en place une monnaie numérique avec laquelle elle pourrait ouvrir des comptes, pourquoi pas aux citoyens et aux entreprises, et donc avoir un canal direct de transmission de la politique monétaire, de transmission des liquidités, là où on constate aujourd'hui que toute la création monétaire, par exemple les 1800 milliards d'euros qui ont été créés depuis le mois de mars par la Banque centrale européenne, sont venus renforcer les liquidités et les dépôts des banques commerciales à la Banque centrale au lieu de venir alimenter l'économie réelle. Alors bien sûr, ça a permis de garder des taux bas sur les emprunts publics, mais en même temps, le filtre joué par les banques, par les institutions bancaires, a piégé toutes ces liquidités qui aujourd'hui reste dans la sphère financière. Voilà, donc je ne vais pas être plus long, il y a encore d'autres questions. Justement, par rapport à la partie aux 1800 milliards d'euros, est-ce que ce n'était pas justement pour prévenir une espèce de gros crash du système bancaire qui était à venir? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'était là, comme en 2008, les injections massives de liquidités servent à stabiliser le système financier, ça c'est certain. Mais c'est là qu'on voit bien que le rôle d'une banque centrale est devenu celui quasiment exclusivement d'être le prêteur en dernier ressort des banques commerciales qui peuvent ensuite faire n'importe quoi sur les marchés financiers, ailleurs. Il y aura toujours la Banque centrale pour récupérer derrière, pour investir toutes les liquidités, pour mettre en place des prêts, y compris sans contrepartie, sans collatéraux, à taux nul, très long. Moi, j'avais fait un papier
au moment où il y avait eu les grandes opérations de refinancement sur le TLTRO qui était à taux négatif, la Banque centrale avait quand même donné gratuitement, pour la première vague de TLTRO, 13 milliards d'euros aux banques, gratuitement. Vraiment, parce qu'elles empruntaient à taux négatif. Et donc, comme elles empruntaient à taux négatif, ben, la BCE les payait en partie. Et 13 milliards d'euros. Est-ce qu'on n'aurait pas aujourd'hui mieux à faire avec 13 milliards d'euros? Évidemment, avec bien plus encore. Donc, oui, c'est tout le paradoxe de système monétaire dans lequel on est aujourd'hui. Effectivement, on ne peut pas le laisser s'effondrer, puisqu'on a confié la monnaie, qui est ce bien commun, à des institutions privées, et qu'aujourd'hui, l'intérêt public monétaire se confond avec l'intérêt privé des banques commerciales. Et les banques commerciales ont, voilà, je crois que c'était Frédéric Lordon qui disait, mais sur ce coup, il a tout à fait raison, que c'est une sorte de hold-up gigantesque. C'est une prise d'otage assez cosmique où on ne peut pas les laisser s'effondrer. Et en même temps, ben, on ne peut pas faire autre. Elles font tout pour qu'on ne fasse pas autrement. Or, justement, si on récupérait des leviers de création monétaire libre ou des leviers de financement direct de l'État ou des ménages, voilà, dans des conditions à préciser, à définir, eh bien, on retirerait une partie de ce bien commun qu'est la monnaie de la gestion des banques commerciales. Ça serait encore beaucoup plus efficace que la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires, qui est un autre sujet dont on peut discuter, mais ça serait plus efficace, oui. André, vas-y. La parole est à André. Merci Nicolas. Je vais te tutoyer parce qu'on se connaît par l'Internet. Je l'ai rencontré physiquement, mais voilà, merci de cette présentation. J'espère que mon micro fonctionne bien. J'ai souvent des problèmes avec ce micro. Donc, il y a une question que tu n'abordes pas, c'est la question de la fiscalité. En fait, tu sembles implicitement avoir fait le constat que la fiscalité ne fonctionne plus et qu'il faut recourir aux mécanismes monétaires, parce que la réponse classique à l'investissement écologique, c'est l'État impose des impôts et puis finance la transition avec ses revenus. Je vais passer à différentes questions et puis comme ça, la balle sera dans ton camp. Alors en fait, tu proposes une transition vers une monnaie des républiques, un euro public. Aujourd'hui, les euros sont privés. Tu vas vers les euros publics. Est-ce que tu es partisan d'avoir 100% de monnaie publique ou est-ce que tu es plutôt partisan d'un système mixte avec un euro public et une émission qui reste encore privée, et si tu as éventuellement des proportions? Donc, étant entendu que pour moi, l'approche 100% publique, comme la théorie monétaire moderne, c'est une approche que je considère comme étant relativement révolutionnaire, alors qu'il y a les approches que tu as dans ton livre sont plutôt les approches réformistes et en fait sont relativement douces à partir du moment où on est capable de faire cette révolution intellectuelle. La révolution dans la tête, elle n'est pas dans le monde, alors que la théorie monétaire moderne elle propose la double révolution intellectuelle et dans le monde. Et alors, en fait, question, est-ce que tu penses que le logiciel monétariste est mort, définitivement mort ou pas? Merci. Ok. Merci beaucoup, cher André, pour tous ces points qui sont tous très, très intéressants et dont on pourrait discuter très longuement. Je vais essayer de répondre assez rapidement néanmoins. Sur la fiscalité, bien sûr que je crois qu'elle peut encore jouer un rôle, mais je pense que ça ne sera pas suffisant pour plusieurs raisons. Je pense qu'elle peut jouer un rôle surtout dans une optique de justice sociale et un peu d'évolution des comportements. Justice sociale, pourquoi? Parce que les inégalités se creusent énormément et qu'évidemment la fiscalité est un très bon outil nécessaire pour limiter l'expansion des inégalités. Bon.
Mais néanmoins, par exemple en France, remettre l'ISF, inventer un ISF écologique comme on a pu le recommander par ailleurs, réformer le barème de l'impôt sur le revenu, etc. C'est autant de choses utiles qu'il faut faire, je pense. Mais qu'est-ce qu'on va en tirer, je veux dire vraiment financièrement? On risque de gagner 5, 10, peut-être 15 milliards d'euros, c'est bien. Mais c'est très loin de suffire. On sait qu'il nous faut aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, entre 80 et 100 milliards d'euros de plus par an. Donc la fiscalité ne suffira pas à répondre à l'enjeu des investissements nécessaires. La taxe carbone, par ailleurs, qui permet de modifier les comportements, c'est certainement une bonne chose, mais pas si elle entraîne une hausse des prix sur les personnes les plus modestes, à qui on ne donne pas par ailleurs les moyens de faire autrement. Si la fiscalité carbone se transforme en un piège que finalement les plus riches peuvent acquitter parce qu'ils en ont les moyens, mais qui pénalise les plus pauvres, là évidemment, on a la crise des gilets jaunes et donc ça marche pas. Donc je pense que voilà, d'ailleurs, alors oui, il faut certainement redéfinir une trajectoire, mais il faut donner surtout les moyens d'investir et de faire autrement et les subventions pour rénover, pour changer de véhicule, voilà, parce que quand on regarde aujourd'hui, je regardais encore il n'y a pas longtemps les aides pour les véhicules hybrides rechargeables ou électriques. Franchement, c'est pas suffisant. C'est pas du tout suffisant. Et un peu en plus, l'électrique, c'est encore très limité parce qu'au mieux, on a des batteries sur les véhicules standards qui vont jusqu'à 150, 70, 100 km. Vous avez des gens qui travaillent plus loin, qui ont besoin de plus que ça. Bon, il faudrait plus d'aide et peut-être plus d'investissement pour que ça soit véritablement efficace. Donc, oui, la fiscalité joue un rôle utile, mais il faut la monnaie, il faut le budget derrière. Voilà. Alors, sur le 100% monnaie, ça, c'est un grand débat. C'est un grand débat. C'est la MMT ou le 100% monnaie que tu as posé comme question c'est-à-dire une monnaie permanente, c'est ça? C'est un peu la théorie de la monnaie permanente ou c'est le 100% monnaie de Irving Fisher, c'est ça? Ouais. Je crois qu'on appelle la monnaie pleine aussi. Voilà. Je crois que c'était plutôt à ça que faisait référence André, parce que la MMT, la théorie monétaire moderne, c'est encore autre chose. C'est une description du système. Voilà. Mais alors, le 100% monnaie, moi, je serais plutôt favorable à un système mixte. Pourquoi ? Parce que je crains que le 100% monnaie, mais il faudrait vraiment aller dans l'explication en détail, parce que ce n'est pas forcément évident à comprendre, mais il me semble que le 100% monnaie, tel qu'il a été proposé soit par Fisher, soit dans la monnaie pleine, revient à donner in fine à la Banque centrale tout le pouvoir de faire évoluer à la hausse ou à la baisse la masse monétaire. C'est-à-dire que indirectement, et même si la demande de crédit continuerait de passer par des banques, la masse monétaire serait limitée par la décision de la Banque centrale de la faire évoluer à la hausse ou à la baisse. Et si jamais, pour donner un exemple vraiment un peu schématique, si jamais la Banque centrale disait que la masse monétaire devait être limitée à 2000, je ne sais pas, à 2000, tiens, voilà, prenons une unité abstraite, et que la totalité, alors si la totalité des demandes de crédit des agents économiques auprès des banques, c'est 1800, ça va, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de phénomène de rationnement. Mais si jamais les agents économiques en viennent, ont envie d'investir cette année-là, et par exemple, et ont envie de demander 2500 de crédit, ben, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un phénomène de rationnement et donc il y a des gens qui ne peuvent pas obtenir leur crédit parce que la masse monétaire en tant que telle est limitée par la Banque centrale. Alors on pourrait imaginer
un système où les banques commerciales iraient demander de la monnaie supplémentaire à la banque centrale. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faudrait que, comment ça se passerait, qu'elles amènent des collatéraux, qu'il y ait des mécanismes d'échange. Bon, et finalement, on retomberait peut-être un peu sur les travers. Donc, il y a quelque chose, moi, là-dedans, qui me semble pas parfaitement fini. Je crois qu'il y a quelque chose qui pêche un peu dans le système, mais on peut avoir un autre avis et je ne vais pas prétendre non plus avoir fait une étude approfondie, complète du système, notamment du système monnaie pleine qui a été proposé en Suisse, parce que ce n'est pas le cas, mais je m'y étais quand même intéressé et je tombais un petit peu sur… Par ailleurs, je ne sais pas non plus. Mais ça, c'est aussi une question que je vous soumets et si quelqu'un a la réponse, vraiment, ça m'intéresse. Je ne sais pas comment, dans un système de monnaie pleine, la Banque centrale retire de la masse monétaire. Comment elle fait? Vu que toute la monnaie est pleine et qu'il n'y a plus de créances, comment elle fait pour… je ne sais pas, s'il y a un moment, il faut faire baisser… Peut-être André, oui, tu as une réponse? Oui, il y a un mécanisme qui est prévu dans le traité européen, d'ailleurs, qui n'a jamais été utilisé. C'est la possibilité pour la Banque centrale de faire des emprunts dans le public et de rémunérer ces emprunts. En fait, il y avait un mécanisme qui pourrait être très intéressant pour constituer des pensions de retraite, notamment, en fait, la Banque centrale pourrait emprunter dans le meilleur des de la planète, pour emprunter auprès de la population pour diminuer la masse monétaire, la rémunérer et éventuellement au taux d'inflation. C'est un instrument financier d'épargne populaire qui serait magnifique, qui n'a jamais été mis en œuvre. Jamais. Et c'est très intéressant. Oui, tout à fait. Ouais, c'est très intéressant. Ça rejoint un peu l'idée d'ouvrir des comptes à des particuliers au sein de la Banque centrale. Et puis, si je comprends bien ce que tu dis, ça serait finalement une sorte de phénomène de reprise de liquidité, mais pas auprès des banques, auprès du public, quoi. Voilà, exactement. Oui, pourquoi pas. Mais bon, là encore, on voit que la décision reviendrait à la Banque centrale. Donc, la Banque centrale deviendrait vraiment… j'ai l'impression qu'il n'y aurait plus de masse monétaire vraiment totalement endogène, quoi. Il y aurait un… Ouais. Je te rejoins dans la mesure où, en fait, ce serait donner tout le pouvoir à l'État. Autant le secteur bancaire privé ne me paraît pas bienveillant vis-à-vis de la population, autant j'ai tendance à me méfier de la bienveillance des États vis-à-vis de la population. Je pense à des présidents comme Trump, Erdogan ou d'autres qui ne mettraient pas nécessairement en vigueur des théories de crédit qui soient favorables à la population ou à l'environnement, mais plutôt à l'armée ou d'autres choses. Oui, voilà, on pourrait en effet retomber dans ces errements-là, oui. La parole est à Jean-Luc. Excuse-moi, je ne sais pas, oui, c'est Jean-Luc. C'est Jean-Luc d'abord, s'il te plaît. Jean-Luc, ton micro. Votre micro. Micro, Jean-Luc. Voilà, ça y est. D'abord, je remercie pour cette intervention brillante et stimulante et intéressante. Moi, je voudrais intervenir sur plusieurs points, mais qui demanderaient à être beaucoup plus longuement débattus. Par exemple, je ne pense pas qu'une transition une transition écologique soit la bonne voie. Parce que la transition, ça veut dire qu'il y a une poursuite de la société actuelle et qu'il y a un espoir qu'elle puisse fonctionner autrement dans le cadre d'une transition écologique. Je crois que c'est un leurre que de penser ça. Ça demanderait du temps pour rentrer plus en détail dedans. Mais je voudrais simplement, si je reprends… C'est pour ça qu'on préfère le terme de reconstruction. Je comprends. Voilà. Je comprends. Si on prend par exemple mettre des centaines de milliards dans la protection de la biodiversité, c'est quelque chose que j'ai pratiqué comme patron belge du Fonds monétaire, du VVF, du Fonds pour la nature, que j'ai pratiqué aussi à Greenpeace. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que vous avez le mode de développement fou qui est le nôtre, qui se poursuit avec des comportements. 1 milliard de touristes sur la planète, c'est catastrophique.
Le fractionnement des terres par l'élargissement des villes, c'est catastrophique. L'agriculture industrielle, et notamment bovine, c'est catastrophique. Et donc, on voit qu'on ne peut pas mettre de barrières dans les aires protégées. Et en plus de ça, là où on a fait des écorégions, notamment en Afrique, ces écorégions qui ont été fixées sur un territoire ne sont plus valables aujourd'hui parce que le changement climatique a modifié l'écosystème et que les terrains qui étaient protégés aujourd'hui sont plus ceux qui l'avaient protégé. Ils sont montés vers le nord. Et donc, il y a des transhumances d'animaux qui ne peuvent plus le faire parce qu'entre-temps, on a créé des villes. Donc là aussi, il faut regarder en amont et c'est tout notre mode de vie et de développement qui est à revoir. Alors, avec Bernard, on a fait beaucoup d'hypothèses, on a pas mal travaillé, et notamment, j'en ne fus en prendre une, sur une manière novatrice de voir la façon dont on pourrait s'attaquer à la réduction des émissions de CO2. Bien que je ne crois pas que ce soit le problème majeur. Hein. Je pense que le problème majeur auquel nous avons à faire face, c'est la 6e extinction des espèces et c'est l'extermination volontaire du vivant. Et ça n'est pas le changement climatique, ça c'est une crise qui est en cours. On a perdu 70% des espèces dans les 40 dernières années, c'est une crise aujourd'hui. Elle est là, ce n'est pas la crise climatique qui nous arrive. Et pour celle-là, on n'est pas occupé de travailler. On a déplacé tout le champ de la réflexion sur la réflexion climatique, parce que dans la climatique, je peux investir. Je peux investir la technologie, je peux investir l'électrique. Je veux dire, si moi imaginons qu'on ait tous des tracteurs électriques pour gérer la terre, si c'est toujours une terre qui est gérée industriellement, ça ne va pas fonctionner. Je peux avoir des bulldozers à l'énergie solaire, zéro émission de CO2 et continuer à détruire la forêt amazonienne. Je peux avoir 1 million de voitures à Bruxelles, la mobilité est de toute façon foutue et l'espace public est cassé. Donc, ce n'est pas vraiment des solutions, mais ça donne l'illusion qu'on peut avoir des solutions technologiques dans lesquelles tout le système d'investissement peut fonctionner et on se dédouane de l'erreur de logiciel qui est le nôtre. Alors, pour donner un exemple sur les émissions de CO2, plutôt que de créer une taxe carbone, l'idée était de dire, mais profitons de la capacité de l'État à lever la fiscalité. Et disons à un État qui va lever une fiscalité non plus en euros, mais en éco ou en plume, disons en éco. Et que cette fiscalité, c'est une fiscalité obligatoire, les entreprises peuvent gagner de l'éco pour payer leurs taxes, que pour autant qu'elles aient réduit leurs émissions de CO2 de 50, 60, 70%. Et donc, elles seraient récompensées de leur effort qu'après l'avoir fait. Tandis que maintenant, on donne une taxe avant qu'elles n'aient fait l'effort. Et donc, c'est d'utiliser d'une manière novatrice les mécanismes de l'État dans lequel on peut dire, mais l'État, dans le domaine des économies d'énergie, dans le domaine de la réduction des émissions de CO2, on veut utiliser un mécanisme fiscal avec une monnaie qui n'existe pas. Mais pour la faire, vous la gagnez en réalisant les réductions d'émissions de CO2. Et cette monnaie-là, on va la réinjecter dans le secteur de la rénovation du bâtiment, qui n'a plus besoin d'euros pour être rénové parce qu'on crée un tout nouveau secteur dans lequel cette monnaie qui est venue par la fiscalité qu'a imposée l'État peut être utilisée dans le secteur de l'efficacité énergétique, etc. Ce n'est qu'un exemple. On peut avoir la même chose dans le domaine de la santé, on peut avoir la même chose dans le domaine de la culture, et c'est ce droit de l'État de lever l'impôt, mais de définir l'unité dans laquelle l'impôt va être levé, et d'introduire alors une diversité monétaire, ce qu'on appelle de l'écosystème monétaire, qui peut augmenter aussi la résilience monétaire d'une société et des secteurs qui vivent de ces nouvelles monnaies. Mais voilà, c'est très court, c'est très bref, mais je voulais dire, est-ce que c'est aussi intéressant de temps en temps de travailler out of the box, en dehors de la boîte, et de dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter les effets pervers
de la course au financement, le Green Deal, pour une transition qui finalement va encore engendrer de la croissance et ainsi de suite, quoi. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, j'ai été un peu rapide, je vais devoir partir, mais je reste en attendant de savoir comment tu réagis par rapport à cela. Ouais, je vais dire un mot rapide. Premièrement, vraiment sur l'extinction des espèces, évidemment, on est tous, c'est tout à fait vrai. C'est vrai qu'on regarde beaucoup le changement climatique et beaucoup moins l'impact sur la biodiversité. Moi, il s'avère que, bon, là, je sors de mon cadre, mais en fait, je travaille à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée et que je m'occupe aussi du budget biodiversité. Et donc, ce que je vois… Alors, vous disiez, on ne peut pas mettre des milliards, ça ne fonctionne pas et tout. Je suis tout à fait d'accord, parce qu'il faut aussi des réglementations, il faut une loi sur les espaces, il faut lutter contre l'artificialisation des sols, il faut tout ça, je suis bien d'accord. En même temps, comme je le disais, les parcs nationaux manquent cruellement de moyens, de personnel, de gens pour s'en occuper, de gens pour faire des relevés. L'Office national des forêts, c'est pareil, ils sont en grande difficulté financière, ils ont d'ailleurs une dette énorme, bon, et ils n'arrivent pas à gérer, donc on leur demande de couper des implantations, donc ils vérifient même plus l'état écologique des sous-bois, etc. Enfin, voilà, donc je pense que les deux ne s'opposent pas, mais il faut évidemment, comme vous l'avez dit, c'est totalement vrai, des réglementations, voilà, des données individuelles. Sur la question de… Je t'interromps une seconde, je crois qu'il faut plus que des réglementations, il faut un autre mode de développement, parce que les réglementations qui se font dans le cadre du développement actuel, ce n'est pas suffisant. Tu comprends donc, Oui, non, mais je suis d'accord. Ce que je voulais dire quand j'ai repris pour reconstruction, évidemment, ce n'est pas une reconstruction à l'identique. C'est évidemment une reconstruction dans un autre chemin, dans un chemin sobre. Je pense qu'il faut travailler évidemment sur la sobriété, sur éliminer tout ce qui est inutile, faire des produits qui soient extrêmement durables, bien sûr, il y a vraiment, il faut repenser tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Peut-être ma seule limite, c'est que je pense, et c'est ce qu'on a écrit un peu dans le livre aussi avec Alain, c'est que bon, il y a ce débat croissance, décroissance. Moi, je comprends pas toujours les tenants et les aboutissants de ce débat. Je pense pas qu'on arrivera à faire vraiment de la reconstruction écologique, à nous engager dans un autre chemin, si tout le monde s'appauvrit. C'est ma seule limite, parce que je crois malheureusement que si tout le monde s'appauvrit, tout le monde risque d'aller vers le moins bon, vers le plus polluant, vers le… Voilà, j'ai un peu peur de ça, c'est-à-dire qu'on voit que les voitures les plus polluantes, les plus vieux diesel, ben, c'est souvent détenu par les catégories sociales les plus pauvres. Les appartements qui sont des passoires thermiques, c'est aussi les plus pauvres. Donc, voilà, il faut… Et les collectivités sur le terrain qui gère le moins bien la biodiversité, mais tu as une beaucoup plus grande expérience que moi, mais c'est aussi généralement de ce que j'en ai vu à ma modeste échelle, celles qui ont le moins de moyens et celles qui sont le plus dépendantes. Voilà. Je voulais dire un mot sur parce que ce que tu dis sur la fiscalité complémentaire, c'est très intéressant. Ça pourrait marcher. Moi, je serais assez favorable à ce type d'innovation. Ça me fait un peu penser à l'actif carbone, un peu comme avaient présenté Michel Aglietta et Étienne Espagne. Ils avaient imaginé un système qui est un peu… un tout petit peu différent du tien, mais qui était selon la même logique, qui était de dire une entreprise qui met en place des investissements pour réduire son bilan carbone,
obtient un actif carbone, donc obtient une espèce de bon qui est décidé. Par exemple, j'ai réduit de 1 million de tonnes d'émissions de CO2 mon système de production. Et ben, ce bon, je vais l'échanger auprès de la Banque centrale contre de la monnaie. Donc, je suis payé pour… voilà, c'était une proposition qu'avaient fait Michel Aglietta et Étienne Espagne et qui pourrait marcher parce que, bon, on va peut-être pas développer ça, mais c'est comme ça que le ministre de l'économie d'Hitler, dans les années 30, avait reconstruit l'Allemagne. Bon, c'était ce qu'on appelait les bons mais faux. Malheureusement, ça a servi à faire la guerre, mais bon… C'était efficace. C'était efficace, voilà. On peut l'utiliser pour autre chose. On peut l'utiliser pour autre chose, voilà. On peut considérer que l'outil est neutre, voilà. Mais je suis assez favorable à ce genre de solution. Oui. Je vous remercie infiniment. Je suis obligé de vous quitter parce que j'avais d'autres contraintes. J'étais tellement heureux de pouvoir me joindre à vous parce que ce n'était pas du tout prévu que je puisse me libérer. Et donc, je regarderai le reste dans l'enregistrement que fait Fabien. Mais en tous les cas, merci beaucoup Nicolas. Et puis, je te souhaite de continuer à poursuivre dans ton chemin parce qu'on en a tous besoin de nos complémentarités. Donc, un grand merci. Et à bientôt, j'espère. Au revoir. Salut Jean-Luc. Salut tout le monde. Philippe, tu avais une question. Avec le micro, ce sera mieux. Oui, toujours. Bon, merci Nicolas. On ne se connaît pas directement, mais merci beaucoup pour cet entretien. Puis, je partage complètement ce que vous avez exposé. Ma question allait dans le sens pas dans le même sens que l'intervention de Jean-Luc actuellement. C'est que je me dis que, en règle générale aujourd'hui, toutes les propositions s'orientent, on planche sur un financement de l'offre. Alors une offre orientée vers la reconstruction écologique. Entre parenthèses, il n'y a pas non plus que la perte de la biodiversité, il y a aussi la diminution des ressources minérales, entre autres. Donc, c'est bien dont on a besoin pour fabriquer des objets. Ça aussi, c'est une question qui, les ressources, des richesses non renouvelables, va poser une grave question. Donc, en même temps, reconstruire un monde plus vert doit prendre en considération aussi une grande sobriété sur les ressources non renouvelables et aller vers plutôt les ressources renouvelables. Mais là, voilà, il faudra quand même aussi maîtriser nos désirs. Sans compter les enjeux géopolitiques qui vont avec ça. Absolument. Mais alors donc, je me dis que l'orientation, ou du moins le seul financement de l'offre orientée, pour moi, ne va pas être suffisant. Parce que même avec une monnaie, par exemple, sans dette, on peut imaginer que dans le contexte de la puissance des intérêts privés qui existent actuellement, que ce soit dans le monde de la finance ou dans le monde des multinationales, on voit le poids considérable qu'ils ont sur les orientations politiques, sur l'utilisation des ressources. Et donc, on peut imaginer qu'on aille vers du beau greenwashing, en fin de compte. Donc, on aura des fonds, on aura un financement qui sera soi-disant pour soutenir le verdissement de nos activités, et qu'en réalité, ce sera malheureusement très souvent, enfin ça c'est peut-être un côté pessimiste chez moi, mais certainement très mal utilisé pour satisfaire encore une fois ces intérêts dominants privés. Et puis, au-delà de ça, je me dis que même si cet argent est bien utilisé au départ, il va se retrouver après dans la société. Et là, s'il n'y a pas une politique incitative pour que l'utilisation de cette monnaie aille vers une consommation plus responsable, eh bien, on risque de reperdre par la consommation, par l'utilisation de cette monnaie dans la société, les avantages ou les bienfaits qu'on a voulu créer au départ. Alors, la bilan, c'est beaucoup plus ambitieux, mais j'ai l'impression que derrière la question monétaire se pose immédiatement la question du débat public et de la démocratie. Il faut absolument que le politique dans le sens noble du terme,
reprennent le pouvoir sur la monnaie pour pouvoir agir non seulement sur l'offre, mais aussi sur la demande. Et c'est là où je rejoins ce que disait Jean-Luc tout à l'heure. Il me semble que ça ne peut se faire qu'avec l'utilisation d'une deuxième monnaie qui, elle, peut être fléchée vers une consommation responsable, donc évidemment plus restrictive, etc., mais qui serait vraiment très incitative et qui permettra en même temps peut-être de répondre au risque que tu voyez tout à l'heure de la paupérisation de la société. On peut, par une politique plus intelligente, et grâce au fait qu'on aura toutes sortes de nouvelles activités qui n'existent pas encore aujourd'hui, tout simplement parce qu'elles se traduisent par des dépenses et non par des recettes, et bien par une monnaie libérée, à ce moment-là, avec une politique incitative qui peut jouer également sur l'utilisation de cette monnaie, sur l'orientation de la consommation, alors on peut redonner du pouvoir d'achat et du pouvoir d'achat bien utilisé. Je ne sais pas ce que ça t'inspire comme réflexion. Si, non, mais c'est très pertinent comme remarque et comme réflexion, bien sûr. Évidemment, tu as parfaitement raison, il y a des phénomènes de capture. Au revoir Cédric, donc. Il y a des phénomènes de capture qui sont évidents en matière monétaire. Alors, je pense qu'on ne peut pas faire pire que ce qu'on fait actuellement, vu qu'actuellement, la Banque centrale est complètement capturée par des intérêts bancaires privés. Voilà, donc il me semble difficile de faire pire. C'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais vraiment sur l'idée de la monnaie comme bien commun et de cette idée aussi du Conseil national du crédit et de la monnaie qui avait été proposée par nos ancêtres résistants. Parce que je pense qu'il faut discuter de tout ça en commun. Il ne faut pas que ça soit la décision d'un seul. Il ne faut pas que André Peters disait qu'il se méfiait à juste titre de l'État. Je ne pense pas effectivement qu'il faut que ça soit une décision que de l'État, parce que sinon c'est la Gosbank, quoi. C'est l'Union soviétique. Bon. Donc, il faut vraiment inventer des méthodes de gouvernance communes. Et pour ça, bien sûr, et on a tous les travaux d'Elinor Ostrom, la grande économiste qui a beaucoup travaillé sur les biens communs et sur la manière dont on gère les biens communs. Et on s'aperçoit que souvent, la gestion paritaire qui fait intervenir différents acteurs offre de bons résultats et empêche des phénomènes de capture et donc des phénomènes de distribution trop orientés. Ensuite, sur la question de la consommation individuelle, là aussi, tu as raison, bien sûr. C'est vrai que si on introduit de la monnaie libre et qu'ensuite elle circule pour son bien, pour financer un investissement initial, mais ensuite elle se retrouve dans le système monétaire sans aucun contrôle, ça peut limiter sa portée et son effet. Est-ce qu'il faut... pour autant, alors il y a l'idée, j'ai vu que Yann l'avait indiqué dans le chat, du quota carbone individuel. Il y a aujourd'hui des associations qui travaillent sur cette question et je trouve que c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant avec une réserve. Il faut faire très attention aux libertés individuelles dans ce type de dispositif, parce que si on se met à compter chaque geste, chaque déplacement, chaque achat d'une machine ou autre, il faut faire attention, quoi. Il ne faut pas donner à ceux qui nous le reprochent déjà d'être des Khmers verts, il ne faut pas leur donner raison, quoi. Donc il faut faire juste attention, mais si c'est bien pensé et que c'est organisé dans le respect des libertés, je pense qu'effectivement on peut avoir des choses intéressantes. Est-ce qu'il faut aussi introduire une seconde monnaie, comme tu le disais, pour rémunérer du coup plutôt, de ce que je comprends, l'effort individuel et la consommation individuelle?
Je répondrai par une autre question. Pourquoi on ne pourrait pas le faire non plus avec la même monnaie? Est-ce que ça serait forcément incompatible? Moi, il y a beaucoup de spécialistes des monnaies locales, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il faut faire très attention, je crois, aux mécanismes de fragmentation monétaire, parce que dans l'histoire, ça a existé et ça n'a quand même pas amené des bons résultats. Je pense par exemple au free banking aux États-Unis. Mais bien sûr, quand je dis ça, je ne mets pas du tout en cause les monnaies locales telles qu'elles existent aujourd'hui, qui permettent au contraire d'accélérer la circulation monétaire sur un territoire, de financer des investissements et des achats dans des circuits courts locaux, mais qui ne sont pas des monnaies à part entière, vu qu'elles doivent être converties à partir de monnaies nationales. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai aucun problème avec les monnaies locales à l'heure actuelle. Bien au contraire, je pense que ça permet de régir des systèmes locaux et d'accélérer la circulation monétaire. En plus, l'argent officiel qui sert à être converti est généralement placé dans des fonds qui eux-mêmes peuvent investir dans des choses écologiques et sociales. Alors là, c'est le problème, c'est que si tu étais au Canada, oui, en France, non. Pas toujours, ouais. Non, mais attendez, mon but n'était pas de promouvoir, c'est pas l'idée des monnaies locales qui est derrière dans mon esprit. C'est que je fais une distinction qui n'est pas faite justement et qui, à mon avis, apporte beaucoup de troubles, c'est qu'il n'est pas fondamentalement fait de distinction entre l'intérêt particulier et l'intérêt collectif. L'intérêt collectif, il repose sur la défense du bien commun, pour moi, se traduit dans notre économie actuellement, surtout par la dépense, parce que ça n'a pas vocation à faire du profit financier. Donc, je fais cette distinction entre le financement du bien commun par une monnaie complémentaire nationale ou voire même d'un territoire monétaire, donc, en plus de l'euro. L'euro étant la monnaie marchande qui fonctionne donc sur des critères proches de ceux qui sont aujourd'hui, qui rémunèrent l'intérêt particulier, mais qu'il faut, à mon avis, justement, ne plus faire dépendre le financement de l'intérêt collectif par la ponction, sur les performances de l'économie marchande. Il faut pouvoir justement la libérer pour que ce soit la pertinence des projets qui génèrent la création monétaire, au lieu que ce soit l'accès à la monnaie qui conditionne ce qu'on décide de faire. Donc, c'est pour ça que je vois, moi, un intérêt à un système à deux monnaies, mais deux monnaies qui auraient pouvoir légal et dont celle qui serait orientée vers le collectif serait fléchée vers une production et une consommation plus responsable, alors dans un régime démocratique beaucoup plus participatif qu'il n'est actuellement, pour que ce soit l'intelligence qui prime, que ça devienne vraiment l'être humain qui prenne en charge de son destin avec son intelligence, en dehors de tout conditionnement de résultats financiers qui, en fin de compte, vient complètement polluer l'intelligence et enlève parfois beaucoup d'intelligence, parce qu'on arrive à faire des choses tout à fait complètement absurdes et visibles, au nom de devoir gagner de l'argent et de faire du profit. Ouais, je comprends bien la logique. Maintenant, les systèmes à deux monnaies, c'est toujours un peu délicat à manier, quoi. C'est juste qu'il y a des phénomènes de spéculation d'une monnaie à l'autre, de difficultés de conversion, parfois de thésaurisation d'une des monnaies et de retrait de l'autre. Bon, faut voir dans le détail, mais comme ça, j'ai réfléchi à ça, mais bon, c'est sur mon site, mais je n'ai pas le sens infuge, mais il y a des conditions, effectivement, pour que ça fonctionne. Voilà, il faut, c'est ça. Moi, j'aimerais discuter un peu avec toi, Nicolas.
Moi, le problème que j'identifie dans notre économie actuelle, c'est qu'en fin de compte, les seules institutions qui sont habilitées à délivrer de la monnaie dans l'économie, ce sont des banques commerciales. Et comme on le sait, elles le font sous l'égide d'une dette. Le gros problème, c'est que la dette, comme on l'a vu, c'est quelque chose qui est soumis à un impératif, la discipline économique de la rentabilité. Aucune banque commerciale ne délivrera de la monnaie sous l'égide d'une dette si le projet n'est pas rentable. Et comme tu l'as si bien souligné tout à l'heure, il y a tout un tas de choses dans la transition écologique qui ne peuvent pas être rentables. Autrement dit, ce sont des dépenses à fond perdu et certainement pas des outils d'investissement qui peuvent éventuellement engendrer des actifs tangibles. Donc c'est ce qui est entre guillemets à reprocher à la transition écologique, mais ça oublie, je dirais, une logique d'entropie, une négantropie économique. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que l'extraction rapporte de la plus-value, donc pourrait intéresser les banquiers, et la réparation coûte et ne rapporte pas. Donc voilà, ça n'intéresse absolument pas les banquiers. Donc ça, c'est un problème qu'on connaît depuis Nicolas Georges-Rogan, qu'on appelle la négantropie, enfin la thermodynamique, la deuxième loi de la thermodynamique, qui est versée cette fois-ci donc à la science économique. Donc grossièrement, enfin rapidement, en vulgarisant très vite, l'extraction rapporte, mais engendre des externalités négatives. Par contre, la réparation des externalités négatives, en l'occurrence la transition écologique, coûtera de l'argent et ne rapportera pas de l'argent. Donc, ce qui me fait dire, moi, intuitivement, qu'il va falloir qu'on invente une nouvelle théorie monétaire. Et le problème, c'est que certainement pas avec uniquement des banques commerciales qu'on arrivera à faire ça, parce que les banques ne prêtent que de la monnaie. Et le problème, il est encore pire que ça, c'est parce qu'en fin de compte, bon, tu as cité tout à l'heure la théorie endogène de la monnaie, d'accord? Alors moi, j'ai une petite métaphore pour expliquer ça, ce que j'appelle la métaphore des trous. Bon, ceux qui ont lu ce que j'écris, mon bouquin et tout ça, connaissent ma petite théorie, la métaphore des trous. C'est-à-dire que les agents vont se désendetter grâce à l'endettement des agents suivants, d'accord? C'est justement ce qui m'a fait tiquer lors de la discussion de l'autre jour chez TADI, où bon, il y avait certains économistes qui n'avaient absolument pas compris qu'en fin de compte, une dette ne se rembourse que grâce à l'endettement des suivants. Okay, ça, c'est un des problèmes de la théorie endogène de la monnaie. Et à chaque fois que tu rajoutes un agent qui suit pour désendetter le précédent, tu rajoutes forcément de l'usure et de la plus-value, parce qu'il faut bien que le projet soit rentable pour l'entreprise. D'accord ? Ce qui fait qu'en fin de compte, on est en train de surfer sur une vague de dettes qui devient forcément nécessairement de plus en plus grande, parce qu'à chaque agent qui va se endetter et désendetter, d'accord, et bien forcément, on va donc créer de plus en plus, une dette qui va être de plus en plus haute, en fait. Et quand on a compris qu'une dette ne se rembourse que grâce à de l'extraction de ressources naturelles, et que dans le but de produire des marchandises, que cette marchandise, tu vas la revendre à l'agent qui suit, qui va s'endetter à son tour pour t'acheter ta marchandise, tu vois, et donc lui va se désendetter à son tour en extrayant des ressources naturelles pour produire la marchandise qu'il va vendre à l'agent qui suit. Donc tu comprends le dilemme en fait. Et c'est ce qui me fait dire qu'en fin de compte, on ne se sortira absolument pas du dilemme dans lequel nous sommes enfermés, hein, tout simplement parce qu'on s'oblige là c'est ma petite phrase de punchline, tu vois, on s'oblige à creuser des trous de plus en plus profonds dans la nature pour rembourser, enfin pour solder des trous de plus en plus gros sur nos feuilles de comptabilité. Tu comprends l'idée? Donc, en fin de compte, on est vraiment dans un espèce de piège paradigmatique que les penseurs du libéralisme n'ont absolument pas compris, parce que déjà, intellectuellement pour eux, l'argent qui sert à acheter les marchandises de chacun, c'est forcément l'épargne, enfin, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Mais de où vient l'épargne? Il faut bien qu'il y ait eu un précédent économique pour créer cette épargne, donc forcément une création monétaire. Et c'est justement pour ça que, enfin moi personnellement, je suis post-keynésien intellectuellement, donc forcément, c'est, comme tu le disais, c'est la théorie de la monnaie endogène, c'est-à-dire qu'on est dans une économie où on se pousse à créer de la monnaie pour créer des projets, parce que bon, en gros, la théorie de la monnaie endogène, c'est, en fait, on va créer de la monnaie qui n'existe pas, de façon à pouvoir se faire réaliser des projets qui n'existent pas encore. D'accord? Alors bon, c'est ambivalent. Le problème, c'est que c'est ambivalent. C'est-à-dire que ça double tranchant. C'est bien par rapport à ce que je viens de te dire, et c'est pas bien par rapport à cette fameuse métaphore des trous, tu vois, où on s'oblige à produire des trous de plus en plus gros dans la nature au nom du profit, au nom de la rentabilité. Alors moi, la petite théorie que je porte, c'est en ça que ton bouquin m'a touché, Nicolas, parce qu'en fait, lorsque tu parles d'une monnaie, enfin, peut-être pas forcément du remboursement de la dette, hein, mais de créer, par exemple, une monnaie don. Alors dans ton bouquin, tu
tu abordes un moment l'éventualité qu'une banque pourrait créer une monnaie libre, c'est-à-dire complètement déconnectée de l'histoire d'une dette. Eh bien, tu vois, ce que je viens de t'expliquer par rapport à cette vague de dette qui devient de plus en plus grosse, en gros, c'est une espèce de malédiction éternelle où les gens s'obligent au nom de la rentabilité, au nom de rembourser la dette, à créer une dette forcément de plus en plus grosse. Bon, donc ça, c'est le piège. Alors moi, ce que je me dis intellectuellement, et tu vas me dire si je me trompe, parce que ça, c'est une question que j'aimerais poser éventuellement à tous les économistes qui écouteront cette émission, est-ce que une monnaie diffusée non pas sous l'égide d'une dette, mais sous l'égide d'un don, que nous flécherions à dessein de la transition écologique, pourrait éventuellement, bon, déjà, tu vois, on crée éventuellement des entreprises qui sont liées à la transition écologique, avec des gens qui travaillent, qui donc ont un pouvoir d'achat. Ces gens vont acheter donc de la marchandise. Et cet achat de marchandise pourra éventuellement éteindre, ou alors du moins mettre un coup d'arrêt au système de monnaie-dette. Est-ce que je me trompe intellectuellement ou pas? Non, c'est-à-dire que... André veut répondre la parole. Pardon? Oui. En 2 secondes. Oui. Le don monétaire n'est pas interdit par le traité européen. Il est si peu interdit qu'en fait, les opérations TLTRO consistent à faire des dons monétaires au secteur bancaire. Oui, ouais, ben voilà. Et donc, en fait, les États, les banques centrales ne peuvent pas prêter aux États. Les États centrales, les banques centrales, il n'est pas interdit aux banques centrales de donner. Ouais. C'est un trou dans le TFUE. Le gros problème, c'est qu'en fin de compte, c'est pareil que les quantitative easing. C'est-à-dire que tu vas flécher de l'argent dans les banques, mais les banques ne vont pas flécher l'argent dans la transition écologique, puisque ce n'est pas rentable. Ouais. Enfin bon, voilà. Maintenant, voilà, c'est une question que moi je me pose. Je suis en train de me demander si intellectuellement je me plante. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a un truc? Voilà. Et toi, comme tu es un grand spécialiste, Nicolas, c'est une question que je te pose. Non, mais écoute, si j'ai bien compris ce que tu dis, à savoir que introduire de la monnaie libre, c'est-à-dire de la monnaie sans endettement associé dans le système, est un moyen de désendettement massif. Oui, ouais. C'est-à-dire, ça introduit en effet une rupture avec la logique de la monnaie dette. Introduire, voilà. Et donc, ça permet d'avoir une augmentation de la masse monétaire qui, pour une partie, n'est pas associée à une augmentation correspondante de la dette. Voilà, donc tu romps la malédiction. Pardon? Tu romps la malédiction. Tu mets un terme à la malédiction. On rompt la malédiction, en effet, on rompt le cercle vicieux. On rompt le cercle vicieux. Et en plus de ça, on permet à des agents économiques qui étaient très endettés de retrouver des marges de manœuvre parce qu'en proportion de leurs revenus, la dette correspondante diminue en proportion du revenu. D'accord, tout à fait. Donc, en fait, entendons-nous bien, Nicolas, ici, il ne s'agit pas d'une annulation de la dette, mais d'un remboursement de la dette à dessein de la transition écologique. Voilà. Alors après, juste, et je vois que Fabien lève la main, juste pour embrayer avec la deuxième dimension, tu demandais à quel niveau il faut, disons, dans quel volume, à quel niveau il faut étendre ce système-là. Moi, je pense néanmoins qu'il faut que ça demeure un outil complémentaire, un outil dont le volume doit être limité et discuté démocratiquement, et que ce système-là ne doit pas remplacer le système de crédit qui fait la monnaie endogène. Voilà. Il faut que ça soit un outil complémentaire qui agisse. Tu sais, métaphoriquement, moi j'ai une espèce de petite formule, c'est-à-dire qu'en fait la monnaie dette, c'est une espèce de grosse marmite qui est remplie, et sur cette grosse marmite qui est en ébullition, il n'y a pas de soupape de décompression, tu vois. Donc forcément, elle arrive à un moment, elle éclate. Bon, et en fait, si tu veux, cette fameuse monnaie don, c'est simplement ouvrir la soupape de décompression de façon à ce que tu éteignes un peu la dette. Mais maintenant, si tu veux, c'est comme une sorte de système qui respire. C'est-à-dire que dès que tu as trop de monnaie dette
qui circule dans l'économie, qui bloque toute l'économie finalement. Et on n'arrive plus à rien faire. Et là, on a du chômage, on est endetté et on est bloqué, on peut pas faire la transition écologique. Et ben, tu sais quoi? Tu crées une monnaie don. Tu flèches cette monnaie don vers la transition écologique et par ruissellement monétaire, si je peux me permettre la métaphore, eh bien, cette monnaie comblera les dettes et sans ajouter une dette supplémentaire. Tu vois? Donc, en fin de compte, d'une certaine manière, tu romps la malédiction et tu mets de la décompression à la cocotte minute. En gros, je suis très métaphore, moi. Hein, donc, oui, voilà. non, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est une manière, à un moment, de réintroduire un peu de volontarisme et de réintroduire un petit peu de monnaie libérée de cette malédiction de la destruction. Il faut bien rappeler que finalement, le remboursement d'une dette, c'est aussi la destruction monétaire. Et donc, du coup, introduire de la monnaie permanente, ça fait échapper une partie de la masse monétaire à cette promesse de la destruction qui survient lors du remboursement. Ok. Merci d'avoir répondu à ma question. Il y avait Fabien qui avait une question. Oui. 2 points par rapport à une partie de ce que tu disais, Jean-Christophe, et puis aussi Nicolas. Moi, je vois la dette, pour moi, c'est une compression temporelle. C'est-à-dire que, en fait, on va prendre dans le futur quelque chose qu'on veut maintenant. Donc, quelque part, à un moment donné, si on veut toujours plus aller piocher dans le futur, ben, la dette est obligée de grossir. Ah ouais. À un moment donné, il va falloir accepter de ralentir un peu. La dette, c'est de l'extraction à rebours. Voilà. C'est de l'extraction à rebours. Voilà. Du coup, comme les ressources, elles font que diminuer, à un moment donné, il va falloir trouver un autre système pour que cette dette qui est entre guillemets exponentielle revienne dans des valeurs qui soient contrôlables et en rapport avec ce que la Terre peut fournir. Mais par rapport à ce que tu disais, si on crée une deuxième monnaie don qui est fléchée vers, par exemple, la transition écologique, est-ce qu'on ne va pas, au final, créer de l'inflation et faire l'effet inverse, c'est-à-dire de faire un emballement de la machine où, en fait, il y aura justement de la monnaie qui sera créée comme ça? Tout dépend du dosage. Oui. Là-dessus, en effet… pardon, Philippe, tu voulais intervenir. Je voulais dire qu'il faut un mécanisme de retrait de la monnaie, parce que sinon, avec une monnaie don, elle peut continuer à s'empiler au fil du temps, et donc il faut un mécanisme de destruction monétaire, qui peut être dans la fiscalité, d'ailleurs, ou dans les emprunts, comme le suggérait André tout à l'heure. C'est comme une sorte de grosse MMT, quoi, en fait. Sauf que ça laisse la possibilité encore à des banques commerciales d'exister. Oui, alors, de mon point de vue, et je m'excuse, il va falloir que je vous quitte dans 5-10 minutes au maximum. J'ai rendez-vous à 9h, je suis vraiment désolé. Non, mais juste pour répondre sur la question de l'inflation, dans le bouquin, on fait notamment référence à l'effet Cantillon. L'effet Cantillon, je ne sais pas si vous connaissez, c'était un économiste du 17e, si je ne me trompe pas, en tout cas, pas un économiste contemporain, mais qui avait déjà remarqué que la hausse des prix venait généralement là où on introduisait de la monnaie. Et il avait fait cette remarque notamment par rapport à toute la quantité d'argent et d'or qui était arrivée du Nouveau Monde et qui avait servi à acheter notamment des étoffes. Et il avait remarqué que le prix des étoffes montait parce que c'était ça qu'on échangeait. Et donc, aujourd'hui, en fait, c'est encore tout à fait valable. Il n'y a d'inflation que là où on introduit et encore, c'est pas sûr, de la monnaie. C'est-à-dire que pourquoi on n'a aucune inflation alors que la Banque centrale a créé 1800 milliards d'euros? Parce que c'est parti sur les comptes des banques et que les banques ne peuvent pas investir cet argent-là dans l'économie réelle parce que c'est piégé sur la sphère interbancaire. En revanche, elles peuvent spéculer avec, elles peuvent s'échanger entre elles des titres financiers et donc on a de l'inflation mais sur les marchés financiers, pas dans l'économie réelle. Bon,
Alors, si on crée de la monnaie et qu'on la flèche, justement, c'est pour ça qu'on parle dans notre livre de création monétaire libre et ciblée. Et les deux termes sont importants. À la fois que ça soit libre, c'est-à-dire sans endettement, et que ça soit ciblé pour accroître notamment les capacités de production, par exemple des éoliennes, des panneaux solaires, de ce qu'on veut hein, finalement, mais de choses utiles pour la transition. Si on investit de l'argent là et qu'en plus on accroît les capacités de production, il n'y a pas de raison que les prix augmentent. Il n'y a aucune raison que les prix augmentent. Les prix n'augmenteraient que si on consacrait toute la monnaie supplémentaire à acheter des produits dont le système de production serait déjà exploité à son maximum et ne pourrait pas évoluer à la hausse, pour lequel on ne pourrait rajouter aucune capacité de production. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout ce qu'on vise. Et voilà, donc il faut vraiment... cette idée de l'inflation, on y revient longuement dans le bouquin parce que c'est théoriquement, enfin c'est pas théoriquement, mais c'est l'objectif premier, la stabilité des prix de la Banque Centrale Européenne. Et dès qu'on fait une proposition un peu qui sort un peu des sentiers battus, on nous dit ah mais attendez, il va y avoir de l'inflation. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas si on se préoccupe de la destination de la masse monétaire, et c'est bien notre objectif. Puis j'ajoute un dernier mot, c'est que la Banque centrale s'est fixée elle-même, personne ne lui a imposé, elle s'est fixée elle-même comme objectif d'avoir une inflation inférieure à 2%, mais proche de 2%. Et ça fait 10 ans qu'elle échoue à atteindre ce niveau d'inflation, puisque l'inflation moyenne est de 1%, parfois moins, ça dépend des années, parfois un peu plus sur les 10 dernières années, mais en moyenne, c'est à peu près 1%. Donc, en fait, la BCE échoue à atteindre l'objectif qu'elle s'est elle-même fixé. Voilà ce que je pouvais te dire sur cette question. Merci. Merci beaucoup. Bravo, Nicolas. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup Nicolas. À vous tous pour ces échanges passionnant. On pourrait y rester des nuits. T'as pas eu ça chez Tadei, hein? Voilà. Mais avec plaisir pour échanger, pour refaire l'exercice. Oui, éventuellement, bien sûr. Si vous avez des actions concrètes, n'hésitez pas à nous contacter. Pour des positions publiques ou... Ben, on réfléchit, oui, tout à fait. Ben, on réfléchit en ce moment, comme vous voyez sur la proposition d'annulation des dettes publiques, ça commence à prendre. Il y a même des officiels du gouvernement italien qui ont repris la proposition. Arnaud Montebourg l'a repris, Jean-Luc Mélenchon, d'autres. Manon Aubry, Aurore Lalucq, beaucoup de... Donc, là, ce qu'on se dit, c'est que maintenant, il faudrait vraiment qu'on remette une couche et qu'on refasse une autre tribune et éventuellement qu'on rassemble autour de cette idée qui est un peu une idée de monnaie libre, finalement, indirectement, qu'on rassemble des économistes d'autres pays. Évidemment, André, je pensais à toi en Belgique et ailleurs. Voilà, donc on peut essayer de... Je vous ferai passer le texte et puis l'appel à signature qu'on va lancer. Voilà. Il y a Yann qui voulait poser une question, je crois, non, Yann? Si. Merci. Oui, alors moi, peut-être juste pour peut-être une transition pour une prochaine fois. Pour sortir un petit peu du cadre de nos réflexions, en fait, c'était plutôt la question de comment en fait accélérer la révolution intellectuelle qui est a priori nécessaire pour rendre opérables toutes ces belles idées. Et c'est vrai qu'il y a toute une question de stratégie, de pédagogie, de questions politiques aussi derrière, aussi pour rendre tout ça soluble dans la réalité économique, politique et sociale actuelle. Ça ouvre un tout autre débat, donc c'est peut-être un petit peu, peut-être pas pour ce soir, mais donc ça serait aussi une question intéressante à soulever. Oui, juste pour dire un mot très bref là-dessus, je pense qu'il faut y aller
étape. Alors, pas forcément étape par étape parce qu'on n'a pas vraiment le temps, mais c'est-à-dire il faut trouver les bons coins à enfoncer dans le système. C'est-à-dire que, en fait, par la question, par exemple, de l'annulation des dettes, au-delà même de la proposition de l'annulation des dettes, il y a derrière ça une perspective un peu révolutionnaire qui est de montrer que le système néolibéral financier qui s'est mis en route, on peut le faire dérailler à un endroit. Et si on le fait dérailler à un endroit, eh ben on ouvre des possibilités dans d'autres endroits. Et c'est comme ça. Alors, il y a des combats à la fois pour un protectionnisme solidaire, pour faire de l'économie circulaire, bon, enfin, il y a beaucoup de combats, en fait, c'est un parmi d'autres, alors la monnaie, c'est central parce que ça vient irriguer un peu tous les autres combats, mais voilà, bon, il faut y aller avec des combats aussi précis que possible et qui permettent de changer vraiment la vision d'ensemble. Bon, c'est un peu des platitudes ce que je dis là, désolé. Non, je partage ton avis du fait qu'il faut mettre les coins aux bons endroits. Et la monnaie est probablement la clé de voûte d'un système. Si on change la clé de voûte, je pense que toute la voûte va être en s'attaquant à celui-là. C'est bien pour ça qu'en fait, il est extrêmement difficile à la faire bouger et à mettre un petit coin, en commençant par l'annulation de la dette. Je pense qu'effectivement, c'est comme la pelote de laine. Et puis après ça, en force de temps, je partage entièrement. Ça fait des années que je tape sur le avec les mêmes idées. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup. Il faut vraiment que je vous laisse. C'est toi qu'on remercie. Ça a été un honneur de t'inviter. C'est un honneur que tu acceptes de venir parmi nous et puis pour éclairer un peu et faire avancer le débat. Donc cette vidéo risque fort d'être mise sur YouTube. Donc forcément, on va faire un appel à tous les gens qui ont envie de comprendre la question monétaire. Pourquoi ça bloque, hein. Bon, et donc de visionner cette vidéo et de s'intéresser à la question. Et je pense que plus il y aura des gens qui se réapproprieront la question monétaire, bon, plus ce sera propice au changement, quoi. C'est ce genre de choses. Et surtout que l'idée, c'est que si je peux conclure cette émission avec ça, enfin, si je peux appeler ça une émission, une visio, quoi, c'est qu'en fin de compte, il faut bien se dire un truc, c'est que la monnaie, c'est rien d'autre qu'une vue de l'esprit. On peut en faire ce qu'on veut, je dirais. C'est pas des consensus qui sont fixés dans le marbre. On peut faire quelque chose de complètement nouveau. C'est juste une question de volonté politique. Donc les gens ne perdez pas espoir. Si ce modèle s'effondre, le néolibéralisme s'effondre, on va en créer un autre qui sera beaucoup plus pertinent et qui permettra donc de faire et qui permettra donc de faire des choses beaucoup plus belles pour les gens, pour la planète, pour le vivant, pour les communs et pour notre vaisseau spatial qui nous véhicule dans cet univers magnifique et qu'il faut surtout préserver. Voilà, ça c'était mon petit mot de la fin. Au revoir tout le monde. Merci encore. Merci Nicolas. À la prochaine. Ciao, ciao. Au revoir. Merci. Merci à tous. Ciao.